Thank you, professeur Schoenfeld. Le prochain conférencier est le professeur Christopher Exley, spécialiste de l'aluminium, professeur de biochimie inorganique du centre Birchall, Université Kiel au Royaume-Uni. You have a 7-minute lecture and you can find... Vous pouvez effectivement constater que nous avons un minuteur à votre disposition. Bonjour à tous. D'abord, qui suis-je? Chris Exley de l'Université de Kiel. Et moi, cela fait 30 ans que je pense à l'aluminium. Ma femme pense que j'y pense un peu trop. Et donc 30 ans que je me penche sur la question de l'aluminium et j'entends à droite à gauche de grands experts parler de l'aluminium, des sels d'aluminium, de leur toxicité. Et personne ne m'a jamais posé la question à moi. Je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Peut-être que certaines personnes estiment qu'elles auraient dû nous poser la question puisque nous avons étudié l'aluminium. Alors évidemment, l'aluminium, ça nous intéresse pour des raisons de curiosité, tout simplement. Le troisième élément le plus courant dans la croûte terrestre et que l'on trouve dans bien d'organismes, que l'on ne trouve pas au contraire dans les organismes et qui donc sur le plan biologique est nécessairement toxique. La plupart du temps, cet aluminium vient de quelque part. On le trouve bien quelque part. D'où vient-il? Eh bien, il vient précisément de la croûte terrestre, de la dissolution de nos montagnes. Peu à peu, la totalité de cet aluminium présent dans la croûte terrestre est dissous et en fin de cycle, il revient à la Terre et crée de nouvelles montagnes. C'est une évolution biochimique et il n'y a qu'une proportion infime de cet aluminium qui entre dans le cycle biologique. Mais nous avons changé les choses. Parce qu'il y a 20 ou 30 ans, nous avons appris à utiliser ces minéraux, à utiliser l'aluminium et les sels d'aluminium, à utiliser l'aluminium d'une myriade de façons différentes. Et c'est un métal absolument extraordinaire, avec une durée de vie extraordinaire, qui a des usages multiples. C'est pour ça qu'on l'utilise. Mais, et c'est un mais considérable, ce que cela signifie, c'est que l'évolution biologique aujourd'hui intègre de l'aluminium dans la biologie pour la première fois dans l'histoire de notre planète. Et je n'ai pas le temps de vous donner la totalité des exemples de la façon dont les toxines peuvent devenir des éléments importants, parce que tout au départ est toxique, y compris l'oxygène qui est pourtant fondamental à notre vie aujourd'hui. Donc nous sommes arrivés à une étape où l'aluminium participe de notre biochimie, à chacun de nous. Nous y sommes exposés partout dans notre vie. Il se trouve dans chaque cellule de notre corps, il participe à la biochimie, mais une biochimie dont nous n'avons pas besoin dans chaque cellule de notre corps. Donc c'est un élément toxique, naturellement, mais nous sommes également naturellement résistants. Pour la majorité d'entre nous, la seule chose qui est nécessaire, c'est d'utiliser une infime partie de notre énergie pour gérer cet aluminium. Mais dans certaines circonstances, les choses changent. Dans certaines circonstances, l'exposition à l'aluminium se fait de façon différente. Pas uniquement parce qu'on l'avale, ou parce qu'on l'inhale, ou parce que ces éléments entrent par votre peau. Vous pouvez l'intégrer parce qu'il vous a été injecté par le biais d'un vaccin. Et ce sont des formes d'exposition différentes et qu'il ne faut pas confondre ces différentes formes d'exposition à l'aluminium. Ce n'est pas la totalité de cette exposition qui est ou n'est pas un problème. Être exposé par le biais d'un vaccin, c'est totalement différent que d'être exposé par l'alimentation. In fine, l'aluminium dans notre alimentation et celui du vaccin peuvent aboutir au même endroit, par exemple dans les neurones de notre cerveau. Mais en cours de route, il peut se passer beaucoup de choses, beaucoup de processus différents, et l'aluminium peut être impliqué dans beaucoup de ces
l'aluminium, c'est réactif biologiquement. C'est un paradoxe, il n'a pas participé à l'évolution biologique parce qu'il n'était pas disponible pour la biologie jusqu'à ce que nous, l'être humain, nous l'ayons rendu tel. Et ma recherche doctorale depuis 30 ans, on a pris le silicone et l'aluminium et on s'est rendu compte que cette forme-là était non toxique. C'est la forme dans laquelle on le trouve dans la croûte terrestre. Donc le cycle de l'histoire nous dit quelque chose. Nous devons apprendre de la Terre pour apprendre à vivre en sécurité à l'ère de l'aluminium. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que nous ne devons pas quitter cet auditorium en nous imaginant que l'aluminium, ça n'est pas toxique. Bien sûr que c'est toxique, c'est même neurotoxique. Ça n'est pas ça la question. Il n'y a aucune polémique sur cette question. La question c'est quand est-ce toxique? Dans quelles circonstances est-ce que cette toxicité peut s'exprimer? Dans quelles circonstances est-ce qu'un individu peut être plus susceptible à cette toxicité? Quel type d'exposition peut le rendre plus toxique qu'un autre type d'exposition? Et malheureusement, on pourrait s'imaginer qu'au bout de 30 ans de réflexion sur l'aluminium, j'aurais toutes les réponses. Et peut-être que les gens ne me posent pas la question parce que je n'ai pas la réponse. Parce que nous n'avons pas une recherche, un corpus de recherche de qualité nécessaire pour donner des réponses définitives, non équivoques, sur cette question de la toxicité. Pourtant, nous savons que c'est toxique. Ça n'est pas en cause. Donc, l'aluminium intégré au vaccin est toxique. Nous le savons parce que nous nous sommes tous fait vacciner et que nous avons eu une marque rouge. Ça n'était pas le vaccin lui-même qui l'a provoqué, c'est l'aluminium. Ce qui prouve bien que l'organisme réagit à l'aluminium. C'est sans doute l'un des effets les plus évidents mais les moins dangereux, parce que cette petite marque rouge, pour la plupart des gens, disparaît très rapidement. Mais l'aluminium qui rentre dans le cycle biologique y est stocké jusqu'au jour où cet aluminium peut retourner à la Terre pour redevenir une montagne, et ça prend très longtemps. Une fois que l'on retire cet aluminium de la croûte terrestre, qu'on le transforme en sel d'aluminium, qu'on introduit dans un corps vivant, dans un organisme vivant, il y reste, il s'y accumule. Chacun d'entre nous, à notre mort, aura plus d'aluminium dans son corps qu'au moment de notre naissance. Nous devons y réfléchir. Merci. Présenté par le professeur Romain Gérardi, directeur d'une unité INSERM et chef du service histologie en biologie de l'hôpital Henri Mondor. Vous avez 7 minutes. Bonjour. De façon préliminaire, j'aimerais dire que je souscris à la virgule près à tout ce qu'a dit Marisol Touraine en introduction. Donc il n'y a aucune discussion sur les bénéfices vaccinaux, et donc je pense que ce n'est pas de ça dont nous parlons aujourd'hui. Moi, j'aimerais attirer l'attention sur l'hydroxyde d'aluminium sur la base d'une expérience qui remonte maintenant à 25 ans concernant cet adjuvant. Nous y sommes rentrés dans cette question de façon totalement par hasard, en découvrant une lésion qu'on ne connaissait pas, que nous avions publiée sans connaître son origine, qu'on avait baptisée myofasciite à macrophages, et donc il nous a fallu quelques mois pour comprendre que ces macrophages étaient chargés de particules, que ces particules contenaient de l'aluminium, que la forme de la particule était celle de l'hydroxyde d'aluminium, que l'hydroxyde d'aluminium était utilisé comme adjuvant des vaccins depuis fort longtemps, et que les muscles biopsiés étaient des muscles qui avaient été vaccinés par des vaccins, essentiellement l'hépatite B, mais aussi l'hépatite A, le tétanos. Donc, quand nous avons pris conscience de cette question, nous avons fait une étude de la littérature, et donc ce qu'on disait à la fin des années 90 sur cet adjuvant, c'est que c'était un adjuvant qui était injecté dans les tissus sous forme cristalline,
qui était dissous par les acides faibles du liquide interstitiel, transporté par les protéines transportrices du fer, éliminé par voie urinaire. Et tout le monde imaginait que c'était quelque chose qui survenait dans les jours, dans les semaines après une injection. Donc, j'aimerais apporter ici 4 éléments à votre réflexion. Grand 1, les particules restent extrêmement furtivement ou brièvement extracellulaires après leur injection. Donc les cellules ne sont pas dans le liquide intercellulaire, elles sont à l'intérieur des phagocytes. Et ceci soustrait ces particules à l'effet solubilisant du milieu intérieur. Deuxièmement, ces particules sont biopersistantes, c'est-à-dire que tous les modèles animaux qui ont été examinés, le rat, la souris, le singe, montrent qu'on induit une lésion de myofascites à macrophages, mais que cette lésion a tendance à décroître dans le temps. Par exemple, chez le singe, entre 6 mois et 1 an, la moitié des animaux se négativent pour la lésion intramusculaire. Et donc, il y a une sorte de décroissance exponentielle de la taille de la lésion. Si on considère à peu près 18 mois ou 2 ans comme étant le maximum acceptable pour une disparition naturelle de ce granulome aluminique, et qu'on compare les patients avec la myofascite à macrophage, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout dans ce scénario, puisque les patients qui ont une myofascite à macrophage se présentant avec un syndrome de fatigue chronique ont des délais entre la dernière vaccination et la biopsie qui est de l'ordre de 66 mois, avec certains patients 12 ans, 13 ans, 14 ans attestés sur le carnet de vaccination. Donc, il existe une biopersistance naturelle de l'adjuvant, et chez certains individus, cette biopersistance est particulièrement importante. Pour s'assurer que je dis vrai, nous avons, avec Jérôme Autier, analysé tous les patients myalgiques se présentant à Créteil sur une période de 2 ans, et on a sélectionné que ceux qui avaient reçu des vaccins aluminiques, et on a examiné ceux qui avaient une lésion de myofascite à macrophage dans le deltoïde et ceux qui ne l'avaient pas. Résultat, 1/3 des myalgiques vaccinés ont une lésion de myofascite à macrophage, et ce tiers présente une clinique qui est différente des autres. Les patients douloureux vaccinés sont des fibromyalgies, sur les critères internationaux des fibromyalgies. Les patients avec myofascite à macrophage ont des altérations du système nerveux central, des manifestations centrales, documentées par exemple par des tests objectifs comme les potentiels évoqués. Donc, biopersistance et biopersistance anormalement longue chez certains individus. Troisièmement, la question de la cicatrice vaccinale. Bien sûr, on s'est posé, nous avons pensé contre nous-mêmes pendant des années à Créteil. Et donc, pour en avoir le cœur net, comme les manifestations associées étaient des manifestations systémiques, nous avons injecté des vaccins aluminiques à des souris, et on a vu le cerveau se remplir de spots aluminiques qui, pas simplement dans les semaines ou dans les mois après l'injection, mais des spots qui restaient élevés dans le cerveau jusqu'à 1 an après une vaccination. Pour comprendre comment ça marchait, on a fabriqué des particules artificielles fluorescentes recouvertes d'hydroxyde d'aluminium comme un Smartie. Et on a pu suivre ces particules, et on peut affirmer de façon la plus certaine qu'il existe une neuromigration des particules injectées par voie, des particules d'hydroxyde d'aluminium injectées par voie intramusculaire. Donc il existe une neuromigration, mais qui, heureusement, concerne une proportion infime de ce qui est injecté. Mais le fait est avéré, de façon constante, les particules transloquent du site injecté vers le cerveau, et elles le font à l'intérieur de ces cellules de l'immunité, selon des gradients de chimiokine dont je vous passe le détail. Donc, qu'en est-il de la maladie? La maladie, peut-être le professeur Autier en dira plus tout à l'heure, c'est en fait un syndrome de fatigue myalgie chronique qui répond aux critères internationaux du syndrome de fatigue chronique ou encéphalomyélite myalgique, combinant des arthromyalgies chroniques, une fatigue, un épuisement chronique et des troubles cognitifs qui sont à peu près constants. 96% des patients évalués pour leur cognition ont des anomalies de la cognition. Comme je vois que je dois finir, quels sont les éléments qui nous permettent de penser qu'il existe un lien de causalité?
eh bien nous venons